Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue au Professeur Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le jeu One Hit Heroes, un jeu qui a été financé sur Kickstarter par Wiggle 3D, donc la compagnie qui avait fait le jeu 5 Minute Dungeon, qu'on avait beaucoup apprécié et qui avait quand même été très populaire. C'est un jeu d'ailleurs du même auteur que 5 Minute Dungeon, Connor Reed, avec un co-auteur Ak Atienza. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs, donc un mode solo qui était disponible dans la campagne. Et c'est un jeu dont les parties vont durer entre 15 à 60 minutes. Le but du jeu va être de vaincre des boss, donc c'est un jeu de combat contre des boss. On va devoir passer au travers de 4 boss pour compléter un épisode. Et on a 3 épisodes dans le jeu au total, donc 12 boss à affronter dans le jeu. Plus un boss final épique pour le module d'épilogue qui était aussi disponible sur la campagne Kickstarter. C'est un jeu de gestion de main carte coopératif et on va aussi avoir un mini aspect de deck building, donc entre chacun des 3 premiers boss qu'on va vaincre dans l'épisode. Après chaque boss, on va ajouter 2 cartes dans notre deck avec des cartes qu'on va déverrouiller dans des petits boosters qui sont associés à chacun des boss. Donc, One Hit Heroes, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense et comme on est lundi, on vous donne une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de juin 2025. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va se choisir un épisode parmi les 3 disponibles dans la boîte. Un épisode est constitué de 4 boss, donc 4 parties consécutives qui vont former une espèce de mini-campagne qu'on va affronter un à la suite de l'autre pour pouvoir tenter de remporter l'épisode. Entre chaque boss de l'épisode, on va aussi gagner des nouvelles cartes qu'on va ajouter à notre deck héros. Pour cette vidéo, on va commencer avec l'épisode 1. On va ensuite sortir de la boîte d'épisode le plateau boss du boss numéro 1 de cet épisode ainsi que le deck respectif de ce boss qu'on ne mélangera pas. On va le laisser dans l'ordre des cartes de façon numérique en ordre croissant, donc la carte numéro 1 sur le dessus de son deck. On va ensuite placer les jetons de dégâts pour former une réserve sur la table et on va aller placer le dé de boss à côté du plateau boss. On va regarder les points de vie du boss. Il a 10 dégâts mineurs et 5 dégâts majeurs. On va donc aller placer les jetons correspondant au nombre de points de vie du boss sur son plateau directement en prenant des jetons de la réserve. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc les joueurs vont tenter d'éliminer tous les points de vie du boss pour le vaincre. Les joueurs vont se prendre un plateau personnel qu'ils vont placer devant eux et vont se choisir ensuite un des 6 personnages en prenant toutes les cartes du deck de ce personnage. Si un joueur choisit Sophia, il va aussi prendre le dé héros. On va placer notre marqueur d'énergie sur notre plateau personnel de façon à voir les 3 symboles d'énergie face visible. On va ensuite prendre notre carte de personnage qu'on va aller placer sur l'emplacement du cœur de notre plateau joueur. On va ensuite chercher dans notre deck de cartes les 2 cartes items de départ de notre héros qui sont les cartes bleues et on va aller les placer sur les 2 emplacements d'items de notre plateau personnel. Par la suite, on va mélanger le reste de notre deck et on va se piocher une main de 5 cartes pour le début de la partie. Les joueurs vont prendre 3 jetons dégâts de la réserve, que ce soit des dégâts mineurs ou majeurs, cela n'a pas d'importance. Et on va les placer dans les 3 premières cases de la piste d'aggro de notre plateau personnel. Et les joueurs vont ensuite déterminer parmi eux un premier joueur. Une partie de One Hit Heroes se joue en une succession de tours de héros ainsi que de tours de boss. Et on va alterner les tours des héros un après l'autre. Et le boss va jouer après chaque héros. Et on va jouer des tours de jeu jusqu'à temps qu'on détermine la fin de la partie avec une victoire ou une défaite. Si jamais on réussit à enlever tous les points de vie du boss, ce sera une victoire pour les héros. Et si jamais un héros doit encaisser un point de dégâts et qu'il n'a rien pour pouvoir le bloquer, à ce moment-là, ce sera une défaite pour les joueurs. Un tour de héros est constitué de 3 phases. La première phase est la phase de scout. Donc le joueur actif va aller retourner la première carte boss face visible. Il va donc connaître l'effet que le boss va faire à son tour. On pourra donc se préparer en conséquence.
Cela révèle aussi le dos de la carte pour le prochain tour et on peut se fier au nom de la carte pour savoir c'est quel genre de carte. Est-ce que c'est une carte qui va nous attaquer, une carte qui va avoir des différents effets. Donc on peut assumer qu'avec un nom comme Jab, le boss va tenter de nous donner un coup de poing au prochain tour de jeu. On passe ensuite à la deuxième phase qui est la phase combat. C'est là que le joueur va pouvoir jouer jusqu'à 3 cartes de sa main dans sa zone de jeu pour faire les effets qui sont inscrits sur les cartes. Il pourra aussi activer les effets de ces items qui sont équipés sur son plateau joueur. S'ils en ont, chaque item pourra être activé une fois dans son tour de jeu. Il existe 4 types de cartes qu'on peut jouer de notre main et on peut les reconnaître par un code de couleur. Tout d'abord, on a les cartes items qui sont des items bleus. Donc au début de la partie, les joueurs commencent avec leurs 2 items de base d'équiper sur leur plateau personnel. Plus on va avancer dans les boss, plus on va avoir de cartes items dans notre deck. À ce moment-là, il se pourrait qu'on ait des cartes items dans notre main. Et si on a un espace libre pour pouvoir jouer une carte item, donc on peut jouer cette carte et l'équiper en la plaçant sur un des 2 emplacements de notre plateau. Si les 2 emplacements sont déjà occupés par des items, à ce moment-là, on doit volontairement détruire un des 2 items en le déplaçant dans notre pile de cartes brûlées pour pouvoir placer le nouvel item sur notre plateau. Deuxièmement, un joueur pourrait jouer une carte orange, qui sont des cartes d'armes qui vont nous permettre de faire des attaques. Par exemple, cette carte nous permet d'aller faire un point de dégâts mineurs sur le boss. À ce moment-là, on va retirer un jeton de dégâts mineurs du boss et on va aller le placer sur la prochaine case disponible de la piste d'aggro de notre plateau personnel. On doit toujours retirer des dégâts mineurs ou majeurs selon ce qui est indiqué sur la carte d'arme qu'on joue. Si jamais on joue une carte d'arme qui peut retirer des dégâts majeurs et que le boss n'a plus de dégâts majeurs, à ce moment-là, on peut retirer des dégâts mineurs à la place. Mais on ne peut pas faire l'inverse. Donc avec un symbole de dégâts mineurs, je ne peux pas retirer de jetons de dégâts majeurs du boss. Le troisième type de cartes sont les cartes mauves, qui sont des cartes action. Donc ce sont des effets de jeu qui ne sont pas des attaques, des effets de jeu qui vont nous donner des avantages ou pouvoir nous enlever des jetons d'aggro. Par exemple, cette carte me permet de retirer 2 jetons d'aggro de tous les héros dans la partie. Donc je vais retirer les 2 jetons qui sont le plus à droite sur ma piste d'aggro et je vais les retourner dans la réserve et mon coéquipier va pouvoir faire la même chose. Pour ma troisième carte, je vais décider de jouer la carte Take Aim, qui est aussi une carte action. Elle va me permettre, pendant le reste de mon tour de jeu, si j'ai des lancers de dés avec le dé héros, je vais pouvoir dépenser de l'énergie pour avoir des relances sur mon dé. Et en jouant cette carte, j'ai aussi une attaque avec mon dé héros. Donc à ce moment-là, je vais le lancer et je vais aller faire les dégâts qui sont indiqués sur le dé. Ici, j'ai roulé la face où il n'y a rien. Donc je pourrais utiliser mon avantage de cette carte en dépensant un jeton d'énergie, en glissant ici mon marqueur pour couvrir un des symboles. Et ça va me donner une relance sur mon dé héros. Et ici, j'ai obtenu un symbole de dégâts mineurs. Je vais donc aller infliger un dégât mineur au boss et le placer sur ma piste d'aggro. J'ai joué mes 3 cartes. Maintenant, je pourrais aller activer mes items s'ils ont des effets activables. C'est le cas de mon Rifle de Sniper. Je vais donc activer son effet une fois par tour qui me permet de lancer mon dé héros et d'infliger ici, encore une fois, un dégât mineur. On a aussi des symboles de dégâts majeurs sur ce dé-là ou 2 symboles mineurs pour enlever 2 dégâts mineurs. Disons que j'ai obtenu le symbole de dégâts majeurs. Donc, je peux décider soit d'enlever un dégât majeur ou soit d'enlever un dégât mineur. Donc, j'ai avantage à retirer les points de dégâts majeurs en premier, puisqu'ils sont plus difficiles à enlever. Et je vais aussi aller le placer sur ma piste d'aggro dans la prochaine case disponible. Si jamais on inflige des points de dégâts et qu'on devrait les gagner sur notre piste d'aggro, mais que notre piste d'aggro est déjà remplie, à ce moment-là, les points de dégâts excédentaires sont placés immédiatement dans la réserve. Il existe un 4e type de cartes qui sont les cartes vertes, donc les cartes de réaction. Ces cartes ne compteront pas dans les 3 cartes que je peux jouer dans mon tour de jeu et elles devront être jouées à un moment spécifique indiqué sur la carte. Comme celle-ci, je peux la jouer n'importe quand. Donc si je la jouais pendant mon tour de jeu, si c'était nécessaire, elle ne compterait pas dans mes 3 cartes jouées à ce tour-ci. Souvent, ces cartes vont nous permettre d'aller bloquer des dégâts, de les jouer pendant le tour des autres joueurs ou de les jouer pendant le tour du boss pour se protéger. Donc on va généralement garder ces cartes dans notre main pour les jouer au moment opportun. Et lorsque le joueur a terminé sa phase de combat, il va passer à la 3e et dernière phase de son tour héros, qui est la phase de repos. Premièrement, toutes les cartes qu'il a jouées dans son tour de jeu vont être soit placées dans la défausse du côté vert ou dans la pile de cartes brûlées du côté rouge.
selon le symbole qui est indiqué sur la carte. Donc ici, ces deux cartes ont un symbole vert de défausse. On va donc aller les placer dans notre défausse. Ce sont des cartes qui pourront revenir dans notre deck pendant la partie. Alors que les cartes avec un symbole rouge seront placées dans notre pile de cartes brûlées. Ce sont des cartes qu'on ne pourra pas récupérer dans la partie contre ce boss, à moins qu'on ait un effet de jeu qui nous permet de ramener des cartes brûlées, comme c'est le cas pour certains personnages. Et ensuite, le joueur va compléter sa main de cartes en piochant des cartes pour se rendre à un total de 5 cartes dans sa main. Si jamais il n'y a pas assez de cartes dans son deck pour piocher des cartes jusqu'à 5 cartes, à ce moment-là, on va prendre les cartes dans la pile de défausse, donc du côté vert, et on va les remélanger pour se former un nouveau deck et continuer de piocher des cartes jusqu'à temps qu'on remplisse notre main à 5 cartes. Une fois que le joueur a terminé son tour héros, on va passer au tour du boss. Premièrement, on va activer l'effet qui est dans le bas du plateau boss. Ici, on voit que c'est un symbole d'attaque et on voit qu'il y a le symbole d'aggro rouge. Donc, lorsqu'il y a un symbole d'aggro d'une certaine couleur, on va devoir faire un test d'aggro pour savoir si le boss va faire son attaque. Pour ce faire, on va regarder si la zone indiquée par la couleur ici du jeton aggro est présente sur le plateau d'un des joueurs. Donc, si on a un jeton de points de dégâts dans la zone d'aggro rouge de notre plateau, donc on va regarder pour chacun des joueurs. Ici, ce n'est pas le cas et ce n'est pas le cas pour mon coéquipier. À ce moment-là, le boss ne fera pas son attaque puisqu'aucun joueur n'a des jetons de dégâts dans la zone rouge. Si j'avais accumulé plus d'aggro, ou si on était plus loin dans la partie, par exemple, et que j'avais au moins un jeton dans la zone rouge, à ce moment-là, le test est positif, donc le boss va procéder avec son attaque. Lorsque le boss effectue une attaque, on va lancer le dé de boss et on va regarder le résultat. Le résultat va souvent être une couleur qui est reliée à la zone d'aggro des joueurs. Donc ici, on a roulé le symbole vert. Donc pour son attaque, tous les joueurs qui ont au moins un jeton d'aggro dans la zone verte de leur plateau personnel vont subir l'attaque et recevoir un point de dégâts. C'est le même principe avec les autres couleurs d'aggro. Donc, si j'avais lancé le résultat mauve, à ce moment-là, tous les joueurs qui ont au moins un jeton dans la zone mauve vont subir un dégât. À ce moment-là, mon joueur n'aurait pas subi l'attaque. Si j'avais obtenu le jeton rouge, si j'ai un jeton dans la zone rouge, je subis le point de dégâts. Même chose avec la zone jaune. On a une face qui est un miss, donc c'est-à-dire que l'attaque va ne toucher aucun joueur. Et on a un résultat qui est un hit automatique. Donc, peu importe ce qu'il y a sur notre plateau, dans notre zone d'aggro, on va recevoir le point de dégâts. Mais ici, disons qu'on a obtenu le symbole rouge et que j'ai un aggro dans la zone rouge. Donc, je vais subir un dégât. Et mon coéquipier, lui, n'a pas d'aggro dans la zone rouge, donc ne subira pas de dégâts. À chaque fois que le boss attaque, le résultat du dé va être comparé sur tous les joueurs. Donc, certains joueurs pourraient recevoir des dégâts selon leur aggro, alors que d'autres joueurs n'en recevraient pas. Lorsqu'on reçoit un point de dégâts, on doit obligatoirement le bloquer d'une des deux façons possibles. Si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, les joueurs vont perdre automatiquement la partie. La première façon de bloquer un point de dégâts est souvent avec les cartes réaction. Donc, n'importe quel joueur ici pourrait jouer une carte verte qui me permettrait de bloquer un dégât si le résultat du dé est des couleurs vertes, jaune ou rouge, ce qui est le cas ici avec la zone rouge. Donc, un joueur pourrait jouer pour bloquer le point de dégâts que ce joueur reçoit. Donc, c'est la première façon de bloquer en utilisant nos cartes de réaction. La deuxième façon de bloquer un point de dégâts est de détruire un de nos deux objets qui est sur notre plateau. On ne peut pas détruire un objet qui est dans notre main. Il faut que l'objet ait été joué préalablement. Donc, je pourrais détruire mon sniper rifle pour pouvoir bloquer le point de dégâts. On voit qu'on a une bannière rouge, donc dès qu'on va détruire un objet, il sera placé dans notre zone de cartes brûlées, mais ça va nous empêcher de perdre la partie. Certains personnages vont avoir des habiletés sur leur carte pour leur permettre d'aller rechercher les cartes objets qui ont été brûlées pour pouvoir les rejouer dans la partie. Une fois l'effet du plateau boss appliqué, on va aller faire l'effet de la carte qu'on avait révélée dans la phase scout. Donc ici, tous les héros gagneraient 3 d'aggro. Donc ici, si on revient à mon exemple de base, on n'avait pas accumulé autant d'aggro. On avait ici 4 jetons. Donc, en appliquant l'effet ici, tous les joueurs vont gagner 3 d'aggro. On va donc prendre 3 jetons dégâts de la réserve et on va aller les placer sur notre plateau aggro. Et ensuite, on va passer au tour du prochain joueur qui va pouvoir débuter sa phase héros en retournant la première carte du boss pour la révéler. On voit ici que c'est une carte où le boss va attaquer. Il n'y a pas de couleur d'aggro qui est associée à cette carte. Donc, ça veut dire que l'attaque va toujours se dérouler, peu importe ce que les joueurs ont sur leur piste d'aggro.
Et on va continuer à alterner les tours de jeu jusqu'à temps qu'on atteigne une des conditions de fin de partie avec une défaite ou une victoire. Donc si jamais un joueur reçoit un point de dégâts et qu'il n'est pas capable de le bloquer avec aucune carte réaction et qu'il n'a plus d'items d'équipé devant lui pour les sacrifier, à ce moment-là, les joueurs vont perdre immédiatement la partie. Et si jamais on réussit à enlever tous les jetons de points de dégâts du plateau boss, le boss sera vaincu et les joueurs vont l'emporter. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à One Hit Heroes. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Avant de vous dire ce que j'ai pensé du jeu, j'ai quelques petits détails supplémentaires à donner. Donc, un épisode est constitué de 4 boss, donc vous allez devoir battre 4 boss de façon consécutive. Et à la fin de chaque combat de boss, donc chaque boss que vous arrivez à vaincre, vous allez avoir un petit booster de cartes à ouvrir qui est spécifique au boss que vous venez de battre. Vous allez ouvrir et vous allez avoir 8 cartes d'amélioration disponibles et vous allez les drafter à tour de rôle. Donc les joueurs vont drafter 2 cartes chacun qu'ils vont ajouter dans leur deck. C'est le joueur qui a fait le dernier coup sur le boss qui va drafter en premier, choisir sa première carte, puis ensuite on va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à temps que les joueurs aient pris 2 cartes d'amélioration chacun et ils vont pouvoir les acheter dans leur deck pour le prochain combat. Ils vont garder ces cartes dans leur deck jusqu'à temps qu'on arrive au 4e boss, donc dans le fond pour le reste de l'épisode. Donc dans les 3 premiers boss qu'on va vaincre, on va chacun gagner 2 cartes, donc au 4e et final boss de l'épisode, on va avoir 6 cartes d'amélioration qui vont être dans notre deck. Donc ça permet de faire une petite personnalisation qui est le fun, de voir justement qu'est-ce qu'on peut ajouter, quel genre d'affaires il nous manque dans notre équipe pour être un peu plus dynamique. Donc vraiment un bel équilibrage qui se fait avec ces ajouts de cartes de booster. Donc on va avoir un booster à ouvrir comme ça pour chacun des boss qu'on va vaincre pour pouvoir améliorer notre deck. On peut aussi avoir des nouvelles cartes d'équipement. Donc au début d'une partie, si jamais on a plus que nos 2 équipements de départ, on va choisir quels 2 équipements vont commencer sur notre plateau. Donc ça peut être un des équipements améliorés que j'ai gagné justement dans une phase d'amélioration. Puis les autres vont être dans notre deck. On va pouvoir les jouer au fur et à mesure que la partie va progresser. Fait que ça, c'est vraiment une belle touche de progression qui est le fun, qui est rapide aussi à faire, mais qui est très intéressante au niveau tactique puis stratégique du jeu, d'améliorer notre personnage, de voir comment on peut le rendre meilleur, le rendre plus efficace, avoir une bonne synergie d'équipe aussi avec les joueurs avec qui on joue pour pouvoir avoir la meilleure équipe possible puis arriver au 4e et dernier boss pour le vaincre pour tenter de terminer l'épisode. Vous allez aussi découvrir des règles un peu plus complexes plus vous allez évoluer dans les boss et dans les épisodes. Donc d'ailleurs, vous allez avoir des boss qui vont avoir des espèces de minions. Donc c'est des cartes qui vont avoir un certain nombre de points de vie. Et on va pouvoir attaquer ces minions-là. Sinon, ils vont s'activer dans le tour du boss ou quoi que ce soit pour nous attaquer ou nous faire des effets négatifs. Lorsqu'on va faire une attaque, on peut séparer les dégâts qu'on fait entre les minions et le boss. Donc pour pas justement perdre les excédents de dégâts, on peut les faire sur les minions ou les transférer sur le boss si on vient de tuer un minion avec une attaque qui faisait 3 dégâts par exemple. Je peux en mettre 2 sur le minion puis mettre le 3e sur le boss. Et qu'on peut séparer nos points de dégâts sans problème. Vous allez aussi avoir des cartes de boss qui vont avoir des habiletés plus complexes, qui vont avoir différents effets de jeu négatifs qu'ils vont faire sur les joueurs. Et vous allez aussi avoir des cartes de boss qui vont avoir plusieurs habiletés. À ce moment-là, on va toujours appliquer les effets de la carte en commençant par l'effet du haut et ensuite on va appliquer l'effet du bas pour pouvoir toujours gérer les effets des cartes boss dans le même ordre. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de One Hit Heroes? C'est un jeu que j'avais kickstarté avec un pledge de groupe justement avec notre communauté de Discord. On avait reçu 8 copies. Fait que vraiment un très bon service à la clientèle parce qu'il manquait quelque chose dans notre commande puis ça a été réglé super rapidement. Puis on a eu du matériel supplémentaire qui nous avait été envoyé par erreur, qui nous ont dit tout simplement de garder. Fait que ça a été vraiment très efficace, belle petite compagnie. C'est le genre de compagnie que j'aime justement encourager dans des projets Kickstarter. C'est une petite compagnie canadienne qui a fait vraiment des beaux petits succès avec 5 Minute Dungeon, 5 Minute Mystery. C'est vraiment des jeux qui sont le fun, que j'apprécie. Fait que je suis toujours content de voir les nouveaux projets qu'ils nous ont amenés. Puis celui-là avait une belle prémisse, justement, avec son thème d'être un jeu de combat contre un boss, mais qui est vraiment rapide, qui est vraiment dans un petit jeu de cartes coopératif. Donc c'est vraiment très dynamique, très rapide. Donc, qu'est-ce que j'aime là-dedans? Premièrement, c'est vraiment une belle production. On a un bel insert de rangement pour les decks de héros qui sont tous classés, les boîtes d'épisodes toutes rentrent. Le petit contenant ici avec les points de dégâts, ça venait dans le jeu. Fait que c'est facile, on met ça sur la table, on l'ouvre. Ça aide beaucoup la mise en place justement d'avoir un beau système de rangement. C'est un jeu qui s'installe très vite. On sort le boss, on met son deck de cartes, on prend notre deck de héros, on met notre plateau, on met 3 jetons d'aggro dedans, on pige nos cartes, on est prêt à commencer. Fait que ça se met en place super rapidement. Fait que ça, c'est très le fun.
J'aime beaucoup aussi la direction artistique du jeu, donc un beau visuel pour les cartes, l'espèce d'univers. Ça me fait penser un peu à Megaman, là. On se bat contre des espèces de robots bizarre, là, fait que c'est ça, ça fait penser à cet univers-là, le style visuel le représente bien aussi, fait que vraiment le fun aussi à regarder pour l'œil, fait que ça c'est encore une fois une belle touche artistique dans le jeu. Sinon, côté règles, on a vraiment un beau livre de règles, style pamphlet de restaurant. Vraiment complet, vraiment bien fait, bien structuré. Il y a vraiment des facts aussi à la fin pour répondre à certaines questions. Puis l'auteur est super actif aussi sur les médias sociaux, tout ça. Fait que c'est facile d'avoir des réponses si vous avez des questions. Fait que vraiment le fun pour justement le fait de faire un bon livre de règles de nos jours avec les Kickstarter. C'est pas toujours évident, mais c'est encore bien réussi dans leur cas. C'est un jeu que les règles sont relativement simples, puis plus on va évoluer dans les épisodes, plus on va évoluer dans les boss, plus on va avoir de nouveaux mots-clés, des nouvelles habiletés, des nouvelles dynamiques. J'en ai pas parlé, mais les decks de boss, la façon générale, si on épuise un deck de boss, il va revenir après ça, se réinitialiser, puis on va recommencer avec la première carte, et ainsi de suite. Fait qu'on apprend un peu le pattern du jeu. Parce qu'on apprend les moves du boss, on sait à peu près, ok, cette attaque-là, il va faire telle affaire, fait qu'on peut se préparer, on peut enlever notre aggro en conséquence. Fait qu'on a un petit côté apprentissage. Certains boss ne réinitialiseront pas leur deck, vont avoir des fois des conséquences quand il va resetter ou la partie va se terminer de façon abrupte. Il va y avoir aussi différentes dynamiques. On va vraiment avoir des tactiques différentes selon le boss puis selon les habiletés. Fait qu'ils ont quand même été vraiment original, je trouve, dans le design des différents boss. Puis c'est ce qui fait un peu la richesse de ce genre de jeu-là. C'est vraiment la dynamique de découvrir les boss. C'est sûr que la première fois qu'on les joue, c'est plus le fun parce qu'on ne connaît pas leur attaque, on doit les découvrir. Puis là, on peut spéculer en voyant juste le nom de la carte. Okay, on pense que ça, il va faire tel effet, il va nous faire défausser des cartes, il va nous faire défausser un équipement, ou il va nous attaquer, ou des trucs comme ça. Fait qu'on peut spéculer, c'est le fun de voir ce côté-là, un peu de déduction. Après ça, c'est sûr, quand on les connaît, c'est un peu plus simple parce qu'on sait les attaques qui vont se faire aussi dans quel ordre. Fait que c'est plus facile à contrer et à se préparer. Mais vraiment, le côté de découverte, c'est quelque chose de trillant pour la première fois que vous allez faire chacun des boss et que vous allez découvrir les différentes dynamiques qui sont vraiment bien faites. On a 6 personnages qui ont chacun leur deck de cartes héros, fait qu'une belle asymétrie dans les decks de personnages. Puis le fait que pour chaque personnage, ben là, tu vas améliorer aussi en choisissant 2 cartes d'amélioration à la fin de chaque boss. Ça fait que tu peux quand même assez bien personnifier chacun des personnages. Fait que ça, c'est le fun aussi. De partie en partie, même si tu reprends le même personnage, tu ne prendras peut-être pas les mêmes cartes d'amélioration, puis ton deck va avoir une autre dynamique. Parce que c'est un deck de cartes qui est quand même assez petit. C'est à peine une dizaine de cartes, plus les cartes qu'on va ajouter. Donc, on n'a pas beaucoup de cartes. Fait que le deck roule quand même beaucoup dans une partie. Donc, quand on a le choix d'une carte d'amélioration, elle a quand même un impact important vu que notre deck reste quand même assez mince. J'aime beaucoup le système d'aggro, comment il fonctionne. Il est super simple, super instinctif, puis il est thématique aussi. Le fait que plus on attaque le boss, plus on a de chances que lui veuille nous attaquer. Donc on se sent vraiment comme dans un jeu vidéo. Fait que c'est bien représenté de façon simple. À chaque fois qu'on fait des dégâts, on les prend, on les met sur notre piste d'aggro. Puis plus on a de jetons sur notre piste d'aggro, plus on a de chances de se faire attaquer. Quand on va lancer le dé, bien évidemment, si on a plus de jetons, il y a plus de résultats qui vont pouvoir nous atteindre et nous faire un point de dégâts. Il y a aussi des belles dynamiques avec des cartes pour pouvoir enlever de l'aggro, pour pouvoir transférer de l'aggro à un autre joueur. Donc il y a des joueurs un peu plus tank, des personnages qui sont bâtis un peu plus tank, qui vont avoir des cartes pour voler l'aggro des autres joueurs puis le mettre sur leur board. Puis c'est efficace parce que si jamais on remplit une piste d'aggro, toute l'aggro qu'on gagne en surplus, il est défaussé. Donc si jamais un joueur est déjà rempli en aggro, puis il vole toute l'aggro d'un autre joueur, il va tout jeter cet aggro-là dans la réserve. Fait que c'est vraiment une façon efficace de vider notre aggro. Puis on a aussi des équipements qui vont pouvoir peut-être nous permettre d'en enlever ou de le vider ou des effets comme ça. Fait que vraiment une belle dynamique là, qui est très instinctive pour le système d'aggro puis qui est le fun à gérer. Pendant la campagne Kickstarter, il y avait un petit deck de cartes avec un petit chien robot qui est notre compagnon, qui était un mode solo, fait qu'on peut jouer en solo en utilisant le chien, qui va être un peu différent d'un joueur normal, donc il va pouvoir faire une habileté à son tour de jeu, mais il n'y aura pas à gérer de phase de méchant. Là. Donc c'est vraiment un petit support qui va nous aider quand on veut jouer à un joueur, fait que ça permet de pouvoir le jouer en solo. Donc dans la boîte, vous avez 3 épisodes avec 4 boss chacun. Donc vous avez un total de 12 boss à affronter. Et si vous avez, dans le Kickstarter, vous aviez la boîte épilogue qu'on pouvait avoir aussi en add-on. Donc la boîte épilogue qui va ajouter une espèce de gros méga boss à la fin. Très épique. Et on va avoir aussi du matériel, un booster de cartes qui vont permettre de modifier les decks des boss qu'on connaît déjà dans le jeu pour les rendre plus difficiles.
On a aussi des façons de moduler la difficulté dans le livre de règles. Donc on va commencer avec moins de cartes, plus d'aggro sur notre board, de donner plus de points de vie au boss, des trucs comme ça. Donc si on trouve le jeu trop facile, on peut le rendre plus difficile. L'inverse aussi, si on le trouve trop difficile, on peut baisser la difficulté en piochant plus de cartes au début, en faisant une espèce de draft pour notre main de départ, pour que ce soit un peu plus optimal. Fait vraiment des belles façons simples de varier la difficulté selon comment votre groupe de joueurs l'apprécie. Pour les côtés négatifs, côté matériel, il y a un jeton qui fait dur, c'est le jeton d'énergie. Cette espèce de petit jeton en carton-là qu'on glisse. Ça aurait pu être un beau petit jeton plus en 3D, quelque chose de plus fun pour fitter avec le reste. Donc on dirait qu'il détonne un petit peu par rapport aux autres jetons dans la production. L'autre défaut, c'est que le jeu est pour l'instant seulement disponible en anglais, donc j'ai pas vu personne d'éditeur francophone annoncer qu'il allait être traduit en français. Ça a pris quand même plusieurs années pour que leurs autres jeux soient traduits, donc justement 5 Minute Dungeon puis 5 Minute Mysteries qui ont été traduits en français, mais ça a été quand même long avant qu'ils trouvent des partenaires de traduction. Donc j'ai rien vu encore pour One Hit Heroes, donc c'est quand même un jeu qui a du texte sur chacune des cartes ou presque. Si on n'est pas à l'aise en anglais, ça ne sera pas évident. Donc, on va se croiser les doigts pour qu'un éditeur francophone puisse vouloir le relocaliser dans notre langue. Et son plus gros défaut, selon moi, c'est un jeu, je trouve, qui s'adapte mal aux différents nombres de joueurs auxquels on joue. Ça va vraiment faire varier beaucoup la difficulté du jeu, dépendamment si on y joue à 1, à 2, à 3 ou à 4. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est un jeu qui est vraiment optimal à 3 joueurs. Je trouve qu'à 3 joueurs, il y a vraiment le sweet spot entre la difficulté et le challenge du jeu. Alors que si on s'en va à 4 joueurs, ça va être un peu l'inverse, ça va devenir trop difficile parce que c'est très long avant que notre tour de jeu revienne à 4. Donc si je suis rempli d'aggro, ben, ça veut dire que le boss va jouer comme 3-4 fois avant que moi je rejoue. Donc à ce moment-là, j'ai moins de contrôle, je risque de me faire attaquer plus souvent. Puis si le même joueur se fait attaquer trop souvent, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ses items vont être détruits. Puis là, le nombre de cartes de réaction qu'on peut jouer pour tenter de le sauver va être limité. Fait qu'on a beaucoup plus de chances de perdre à cause de la dynamique à 4 joueurs qui fonctionne moins bien selon moi. À 3, c'est vraiment le sweet spot parce que justement, on a un bel équilibre entre ça. Le fait que notre tour revient à tous les 3 tours. Fait que là, il faut gérer un petit peu l'aggro qu'on a. Versus le nombre de tours auxquels ça revient. Puis au niveau du challenge que ça va te donner. Puis si on tombe à 2 et à 1 joueur, ça va être un peu l'inverse. Donc à 1 et 2 joueurs, le jeu va être beaucoup plus facile. Donc sachez que si vous jouez à 1 ou à 2, il faut presque obligatoirement mettre des contraintes pour augmenter la difficulté parce que sinon, vous allez être un peu dans une marche dans le parc, comme on dit en bon français. Donc, il faut vraiment connaître cet aspect-là pour pouvoir bien moduler notre partie selon le nombre de joueurs pour ne pas être déçu, je pense. Si on joue à 1-2, ben là, on fait comme OK, c'était ben trop facile. Ben, avoir su, on aurait dû augmenter la difficulté. Fait que je vous le dis, augmentez la difficulté si vous jouez à 1 ou 2, sinon c'est trop facile. Si vous jouez à 3, vous pouvez laisser ça comme ça. Puis si vous jouez à 4, honnêtement, c'est le contraire. Je pense qu'il faut baisser la difficulté pour avoir quelque chose qui est un peu plus normal au niveau de l'équilibre entre le challenge puis la dynamique du jeu. Le fait que c'est long avant qu'on joue, puis c'est ça. Le fait que si on reçoit un point de dégâts qu'on ne peut pas bloquer, c'est fini pour tout le monde. Fait que c'est sûr que ça te met plus à risque, plus il y a de nombre de joueurs autour de la table, plus tu vas être à risque longtemps, donc plus ça va être difficile. Fait que je pense que c'est vraiment son gros défaut selon moi. Il faut vraiment connaître cet aspect-là. Puis pour moi, je vais essayer de le jouer à 3 parce que je pense que dans toutes les expériences que j'ai eues à date avec ce jeu-là, c'est vraiment là qu'on a eu vraiment le meilleur challenge, puis on n'a pas eu besoin de rien modifier. Fait que pour moi, c'est un petit défaut parce que c'est sûr que oui, on dit un jeu 1 à 4, mais au final, c'est plus un jeu à 3 finalement qui fonctionne bien. Puis dans les autres comptes de joueurs, il faut adapter parce que c'est soit trop difficile, soit trop facile. Et 3 épisodes dans la boîte, c'est sûr que ça passe quand même vite. Un épisode, honnêtement, c'est 4 parties, mais c'est des parties d'à peu près 20-30 minutes, fait que ça joue facilement dans une soirée. C'est le genre de jeu que, honnêtement, j'en aurais pris 1 ou 2 boîtes de plus d'épisodes. Je sais que le jeu, c'est comme la saison 1, fait qu'ils ont déjà peut-être planifié faire une saison 2 si le jeu était un beau succès. Mais on aurait voulu une boîte ou 2 d'épisodes de plus là, pour avoir justement plus de boss et d'avoir un peu plus de parties différentes à expérimenter avec One Hit Heroes. Somme toute, c'est un jeu que j'ai vraiment aimé, la dynamique du jeu. Je vais lui donner une note de B. Donc un bon jeu de cartes, un bon jeu de combat contre des boss, mais qui est vraiment tactique dans les cartes qu'on joue et les choix qu'on fait, qui permet aussi d'avoir une mise en place super rapide. La dynamique des épisodes est vraiment le fun, qu'on va upgrader notre deck après chacun des boss
pour arriver au quatrième et dernier boss avec un deck qui est comme boosté, qu'on a mis 6 cartes de notre choix à l'intérieur. Fait que vraiment des belles découvertes et des belles twists avec le système d'aggro, puis des belles découvertes de découvrir les mécaniques des différents boss qui sont vraiment très différentes les unes des autres, qui rappellent beaucoup des choses qu'on peut avoir vues dans des jeux vidéo, dans des MMORPG par exemple, où on se bat contre des gros boss à la gang. Fait qu'ils ont vraiment été chercher des beaux éléments pour faire de ce jeu-là une belle réussite, je pense. Son gros défaut, c'est qu'il s'adapte un peu moins bien au nombre de joueurs, mais bon, le sachant, on peut un peu plus moduler avec les façons de jouer avec la difficulté. Fait que ça, c'est quelque chose quand même qu'on peut réparer un peu. Fait que j'ai hâte de découvrir la suite des boss. J'ai pas encore fini tous les épisodes encore. J'ai pas encore attaqué non plus l'épisode avec le méga boss épique. Fait que j'ai hâte de continuer à découvrir encore plus ce qu'il va y avoir à l'intérieur. J'ai essayé de pas trop vous en dire non plus pour pas trop divulgacher. Parce que c'est un peu le fun du jeu de découvrir ces fonctionnements qui sont différents pour chacun des boss. Donc j'espère que je vous ai juste donné assez le goût d'y jouer en donnant justement juste quelques petits détails sur le premier boss du jeu qui est en quelque sorte un petit tutoriel pour apprendre à jouer. Donc One Hit Heroes, ça a été livré au backer. Il va probablement avoir une version magasin là, très prochainement disponible pour l'instant en anglais. Donc et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de juin 2025, dans lequel vous pouvez gagner le petit jeu de party Flip 7. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu de combat contre un boss favori ou celui que vous aimeriez mieux le jouer si jamais vous n'en avez pas joué encore? Donc, laissez-nous la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez une participation automatique au concours. Donc, bonne chance à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos et les podcasts qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon pour faire des petits dons, ce qui vous donne aussi accès à notre communauté Discord. Je vous souhaite une bonne fin de journée et continuez de gamer.